fait, ils ont juste pas le choix. Parce que c'est leur seule manière, au regard de la violence du traumatisme, que de trouver une forme d'apaisement. Tu saisis, tu fais une citation directe, une assignation, tu peux être sûr que la victime, en quelque sorte, sera obligée de se défendre. S'il gagne, il dit, la justice avait été injuste jusqu'à présent. Et s'il perd, il dit, elle est encore injuste, c'est un complot, tout le monde est contre moi. Il n'y a pas de chemin. Par contre, il va falloir travailler sur toutes les dimensions de la relation à soi. Et là, c'est génial. La prise de conscience va être tellement forte qu'elle va se dire, mais en fait, je vois les mécanismes parfois de manipulation, je vois les faiblesses des autres, je vois la relation toxique. Et du coup, cette reconstruction de la victime, finalement, permet à la victime du PN d'être plus fort, d'être moins naïf qu'avant la relation. C'est nous qui allons la définir, la stratégie. On ne va pas se laisser embrigader dans leur attaque ou dans leur défense, parce que c'est exactement ce qu'ils veulent. Bonjour à tous, on vous retrouve pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on est super heureux de recevoir, en plus d'Héloïse, qu'on a l'habitude de voir, Muriel, qui est coach, hypnothérapeute et praticienne en EFT. Bonjour Muriel. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire un épisode sur pourquoi c'est si difficile de se débarrasser, d'oublier un pervers narcissique. Exactement, voilà. Oui. On va essayer de croiser un petit peu les regards sur pourquoi on n'arrive pas à s'en débarrasser dans la vie, psychologiquement, etc. Et puis aussi ce qui en découle juridiquement, pourquoi ils nous remettent toujours au tribunal, pourquoi ils reviennent tout le temps dans nos vies. Et donc, on va essayer de faire le point là-dessus. Oui. Muriel, je te propose de commencer. Oui, alors avant de commencer, je vais juste dire qu'en fait, on a préparé aussi avec Héloïse un petit document que les gens pourront consulter parce que c'est pas toujours la même chose d'entendre des informations que de les voir et ça fait parfois d'autres prises de conscience. Donc de temps en temps, vous me verrez aussi retourner à ce document pour être sûr que comme ça, je couvre bien tous les aspects qu'on aura mis dans le document. Parfait, et on vous le mettra en description de la vidéo. Et pourquoi on fait cet épisode ? La raison d'être de cet épisode, c'est parce que nous, tous les jours, on voit des personnes qui viennent nous voir, toi dans ton cabinet et moi aussi dans mon cabinet, en disant « Mais attends, c'est quoi ? Comment est-ce possible que 10 ans, 20 ans après, ce pervers narcissique continue de vous hanter ? Mais qu'est-ce qui se passe ? On voit bien que dans une relation normale, on passe à autre chose quelques temps après. Sauf que là, on voit bien que le lien traumatique est maintenu. Et donc, pourquoi ce lien traumatique est maintenu ? On va en parler beaucoup plus en amont. Exactement. Alors, moi, j'aime bien aussi tout ce qui est visuel et qui marque. Et en fait, j'ai pris un peu une métaphore pour ce podcast qui est un peu qu'est-ce que c'est que ce cirque, entre guillemets, et comment est-ce qu'on va sortir de ce cirque ? Parce que franchement, il y a des moments où on a l'impression que c'est vraiment ça. On est dans un cirque et on ne sait pas comment sortir de ce cirque. Donc, du coup, ça va être la métaphore un peu au niveau visuel. Voilà. Ouais. Et pourquoi le cirque ? Parce qu'en fait, quand tu es dans un cirque, quand tu assistes à un spectacle de cirque, tu vois des acteurs, tu vois des comédiens. Tu te dis, mais tout ça, c'est faux. On le sait très bien que c'est faux, que le clown, quand Jumbo, là, il est en train de sauter et qu'il tombe, dans la crème, tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est organisé. Tout ça, c'est pour rire. Et donc, on se dit, mais c'est pas possible, c'est pour rire, tout ça, c'est une blague, ça existe vraiment ce qui se passe ? Alors, c'est vrai que cette métaphore du spectacle, moi, je la reprends très souvent quand on parle de relations avec des pervers narcissiques, parce qu'il y a aussi ce qu'il y a derrière les rideaux, parce que il y a... Et puis, en fait, chacun a son rôle. C'est-à-dire que le pervers narcissique, il passe aussi d'une scène de théâtre à une autre scène de théâtre quand il change, par exemple, de partenaire de vie. Et donc, cette métaphore du spectacle, on la retrouve très, très souvent dans les relations avec les pervers narcissiques. Et tu disais quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y a un show, mais il y a aussi la notion d'entraînement. Et on verra que le conditionnement fait partie, justement, des éléments qu'on va retrouver dans une relation avec un pervers narcissique. Qu'est-ce que tu appelles l'entraînement ? Dans quel sens ? On va le voir, justement, quand on va arriver à la partie du conditionnement. Ok. D'accord ? Donc, effectivement, on voit bien que c'est très fréquent quand il y a des gens qui viennent et ça fait 15 ans qu'ils ont quitté le pervers narcissique, mais ça continue, soit par des procédures, soit par simplement des messages, des textos ou n'importe quoi, ou du chantage sur les enfants. Est-ce que c'est le pervers narcissique qui fait ça ? Est-ce qu'il y a un couple, une danse entre la victime qui elle-même va chercher des choses ? Comment ça se passe ? Muriel, est-ce que tu peux m'en dire quelque chose ? Alors déjà, avant même de parler du 15 ans après la séparation, il faut déjà aussi parler du fait que c'est ce qu'on appelle une relation cyclique. Et c'est aussi pour ça que ça revient tout le temps et que ça fait partie des raisons pour lesquelles c'est très difficile d'oublier et de passer à autre chose. C'est que la relation avec un pervers narcissique, elle est basée sur un format cyclique. C'est pas du tout quelque chose qui est linéaire avec une avancée dans le temps. C'est quelque chose où, en fait, les mécanismes de la relation vont faire qu'on y retourne tout le temps. Moi, je compare ça souvent à un tambour de lave-linge et on tourne et on continue de tourner dans les différentes étapes. Parce qu'il y a des étapes très claires. Donc ça, c'est effectivement un des premiers aspects qui fait que c'est difficile d'oublier un pervers narcissique. C'est que
on a toujours au départ des petites graines de bien-être qui sont semées dans la première phase dite de love bombing, que je n'aime pas du tout ce mot-là, c'est vraiment plutôt du bombardement d'attention plus que du bombardement d'amour. Ah bah c'est clair. Voilà. C'est Mais clair. oui, mais le terme anglais c'est love bombing et pour moi ça induit en erreur. Bah oui, parce qu'en fait, c'est pas de l'amour. Non, Oui. c'est pas de l'amour. Ouais. Et puis après, on va passer donc aux autres phases de la relation où il va y avoir quand même déjà des moments de tension qui vont naître, des moments de doute qui vont arriver, des moments de crise en général, souvent des moments de séparation. Et tout d'un coup, il va y avoir ce qu'on appelle le hoovering. Alors le hoovering, ça vient du terme aspirateur en fait en anglais. Donc en fait, ils vont réaspirer la personne dans la relation. Et au milieu de tout ça, il y a un aspect que le partenaire du pervers narcissique va mettre en scène aussi, c'est un espoir. Un espoir qui est complètement toxique parce qu'il est totalement vain. Mais en fait, cet espoir va permettre le hoovering, justement. C'est parce qu'en fait, il va tout le temps dire, si je fais plus, si je fais mieux, si je fais autrement, il va changer. Et en fait, cet espoir toxique va faire aussi que le cycle va pouvoir s'entretenir. Donc ça fait partie des raisons pour lesquelles c'est difficile d'oublier un pervers narcissique. Même quand on l'a quitté, il va pouvoir, par du hoovering, dire « j'ai changé, je me fais soigner, c'est promis, cette fois-ci, je vais t'emmener faire le voyage du siècle que je t'ai promis et que je t'ai jamais fait. » Et la personne va se laisser réentraîner parce que à l'intérieur d'elle, elle n'a pas rompu avec cet espoir. Ok. Tu veux dire qu'il y a eu une telle emprise pendant la relation, qu'il y a eu un tel chamboulement émotionnel chez la victime, que même si elle le déteste, qu'elle pense s'en être détachée, etc., au moindre espoir qu'il crée, elle va retomber dedans ou y croire, c'est ça ? Alors, ça fait partie effectivement donc à la fois des éléments que le pervers narcissique va avoir mis dans son processus d'emprise, et ça fait partie aussi des failles que la personne en face a. Et quand le pervers narcissique va lui dire « je vais enfin remplir ta faille », la personne va dire « ah, enfin ». Okay. D'ailleurs, là, j'ai un point juridique à ajouter, c'est exactement ce qui se passe lors d'une négociation avec un pervers narcissique. En fait, il va te dire, le pervers narcissique, oui, comme ça, si on négocie bien et si tu acceptes ça, on aura une bonne relation pour les enfants plus tard. Sauf que c'est totalement faux. La bonne relation sera quasiment impossible. En tout cas, le plus souvent. Donc, il ne faut pas croire à cette projection. Il faut mettre des limites, il faut appliquer le droit, il faut accepter que il n'y a pas d'autre manière de s'en sortir parfois que d'aller au combat, en quelque sorte, que de négocier âprement ou que d'aller saisir le tribunal. Il ne faut pas accepter les conditions du pervers narcissique. D'accord ? C'est l'intérêt des enfants qui prime, c'est le droit qui doit être appliqué. Alors, c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'on le retrouve aussi au niveau émotionnel. C'est-à-dire qu'en fait, il va mettre un appât. Et là, si vous mordez à l'appât, c'est ce qu'on appelle le ferrage. Et là, ça fait partie justement de ces étapes dans le cycle de la relation avec le pervers narcissique. Et à partir du moment où le ferrage est fait, c'est très compliqué de lâcher l'hameçon. Et le ferrage, c'est pendant la relation ou après ? Eh ben, il peut être à plein de stades de la relation. Et effectivement, dans la séparation, il y a aussi un autre moment de ferrage qui est sur les conditions à accepter. Et est-ce que justement quand ils mettent des nouvelles procédures, alors qu'il n'y a aucune raison des années après, etc., c'est justement leur hameçon, voir si on mord, si on réagit, ou ça n'a rien à voir ? Alors, bien sûr, c'est un hameçon, mais de toute façon, dans ces cas-là, la réaction, elle est nécessaire. C'est ça qui est génial pour eux avec les procédures, c'est qu'ils ont enfin l'attention qu'ils méritent selon eux. C'est génial. Tu saisis, tu fais une citation directe, une assignation, tu peux être sûr que la victime, en quelque sorte, sera obligée de se défendre. Alors que potentiellement, sa responsabilité sera très faible. Mais lui, le pervers, il est super heureux. Il a enfin de nouveau un lien, il a enfin de nouveau de l'attention, il remet de nouveau de l'emprise, il met de nouveau du contrôle. Pour lui, c'est le rêve, il existe. Et le mieux, c'est qu'il peut jouer sa scène de théâtre qu'il a préparée pendant des années. Alors là, pour lui, c'est littéralement une jouissance pour lui. Ouais, et en plus, il peut se positionner en victime si jamais, dans les deux cas, s'il gagne, il dit, la justice avait été injuste jusqu'à présent, et s'il perd, il dit, elle est encore injuste, c'est un complot, tout le monde est contre moi. Et puis, alors, ce cycle principal avec, on va dire, le partenaire de vie, il peut aussi après être reproduit à d'autres moments, par exemple avec les enfants. C'est-à-dire que même si le couple des parents est séparé, le pervers narcissique, il va pouvoir faire revivre le cycle aussi à ses enfants. Et c'est d'ailleurs ce qu'ils veulent. Moi, je parlais, à une victime qui n'est pas du tout une cliente, qui me disait,
C'est simple, il y avait des non-représentations d'enfants tout le temps. Les enfants du PN ne voulaient pas aller voir le père PN. Et dans ce dossier, il y avait constamment des citations directes. Et elle me dit, pendant 18 ans, ma mère a reçu des citations directes. Et après, on a totalement coupé les liens. Et après, la manière pour le PN de revenir dans cette personne à laquelle je pense, c'est que en fait, elle a eu des enfants elle-même, quoi. Donc c'est la fille qui a eu des enfants et donc le pervers narcissique devenir grand-parent. Et ben dans ces cas-là, il assigne, l'enfant pour mettre en place des liens avec les petits enfants. Et donc c'est le cycle, il recommence avec les petits enfants. Ouais. Quand on a compris que ce sont des relations cycliques, déjà on a compris pourquoi c'était très compliqué de l'oublier et de passer à autre chose. Et le pire, c'est moi j'en vois souvent de gens qui me disent j'y suis retournée. Et je n'ose pas d'ailleurs le dire à ma famille. Mais bien sûr. Voilà. C'est-à-dire qu'ils se remettent en couple Ils y retournent, mais souvent les gens y retournent 5, 6, 10 fois avant de pouvoir faire vraiment la vraie rupture. Alors qu'ils ont compris. Alors qu'ils ont eu déjà des prises de conscience au moins partielles. On verra après, peut-être sûrement dans une autre vidéo, à quel moment souvent les gens prennent la décision de ne pas y retourner. Mais moi, j'ai envie de savoir, du coup. Parce que moi, j'ai une petite... Dis-le maintenant. Quand t'as la cerise sur le gâteau qui arrive. Suspense. Exactement. Mais non, mais en pratique, quand est-ce qu'ils partent pour de bon? C'est quand ils ont la certitude qu'il n'y aura pas de retour en arrière et une acceptation qu'il n'y aura pas de changement, qu'il n'y a plus d'espoir à avoir. Souvent, c'est quand justement ils arrivent à renoncer, à faire le deuil de l'espoir. Ouais, bah oui, c'est ça, c'est le deuil de l'espoir. Mais évidemment, le pervers narcissique, souvent, il recrute des gens pour qui... Il recrute, c'est exactement ça. Ah, c'est vas-y, entretien d'embauche. Ah, c'est exactement ça. Je sais. Tous les premiers temps avec un pervers narcissique, c'est l'entretien d'embauche. Ils vont voir si vous allez être un bon candidat pour jouer ce cycle assez souvent et assez longtemps. Ouais. Donc, si vous n'êtes pas un bon candidat, ils vont passer à quelqu'un d'autre. Mais tu penses qu'ils se disent vrai... Attends, je suis désolée. Vas-y. Ils se disent vraiment ça, tu penses, dans leur tête? Ils se disent vraiment, tiens, je vais jouer ce cycle? Non, mais ils savent au fond d'eux qu'ils en ont besoin. Mais d'après ce que j'ai compris sur les pervers narcissiques, c'est quand même quelque chose qu'ils subissent eux-mêmes, en fait. Leur propre construction d'eux complètement fausse, etc. Ils en sont esclaves aussi. Oui, je suis d'accord. Donc c'est peut-être inconscient comme mécanisme de leur part aussi. Oui, mais c'est aussi pour ça que c'est un spectacle, c'est qu'en fait, ce que vous ne savez pas souvent, c'est que le spectateur auquel ils s'adressent, c'est à eux-mêmes. C'est-à-dire que tout le show, il est mis en place pour qu'eux-mêmes ne puissent pas voir leurs problématiques. Ouais. Donc voilà. Et alors pourquoi est-ce qu'ils ont besoin du cycle? C'est qu'en fait, ils ont à la fois besoin d'être glorifiés, encensés, et ça, ils le récupèrent dans la phase de hoovering, où c'est la lune de miel, dans la phase de love bombing, où c'est la lune de miel et tout va très bien. Dans le hoovering aussi, ils le récupèrent. Et puis après, ils ont besoin aussi de se décharger des émotions négatives. Et donc ça, ils vont le faire dans la phase de discard. Mais pendant qu'ils sont à décharger leurs émotions négatives dans la phase où ils vous rejettent, ils sont en train de faire une phase de love bombing ailleurs pour pouvoir être renfloués émotionnellement ailleurs. Okay. Parce qu'en fait, ces cycles-là, ils les vivent pas qu'avec vous, ils les vivent partout ailleurs. Ok, donc en fait, ils vivent plusieurs cycles en même temps qui sont pas dans les mêmes stades. Comme ça, ils ont toutes les phases en même temps. Exactement. Okay. Et ça fait contenant pour toutes leurs émotions dont ils ont besoin. Ok. Et là-dedans, j'ai quand même l'impression, je sais que ça va peut-être en choquer certains, mais que la victime, elle a aussi une part de responsabilité là-dedans. Oui, alors on va y venir aussi. Et moi, je trouve. Bon, on y va maintenant, parce que je posais la question. Ah ben super, alors on y va maintenant. Effectivement, c'est des relations qui sont basées souvent sur un triangle, en fait, qu'on appelle le triangle de Karpman, où il y a bourreau, victime et sauveur, souvent. Okay. Et souvent, le partenaire du pervers narcissique, il est souvent plutôt dans la position de victime et plutôt dans la position de sauveur. Il peut être de temps en temps aussi dans la position de bourreau parce que les rôles tournent. Mais c'est des positions qui enlèvent tout votre pouvoir personnel. Et moi, j'aime bien justement qu'on dise à la personne, non, tu as ta part de responsabilité et effectivement faire émerger cette part de responsabilité parce que c'est aussi là qu'elle va pouvoir retrouver son pouvoir personnel et la capacité à s'en sortir. C'est-à-dire que le but, c'est pas de culpabiliser ces gens-là, c'est plutôt de leur en faire prendre conscience pour qu'ils puissent reconstruire le mur sur leurs failles et pouvoir justement éviter d'y retourner, etc. C'est ça. Et moi, j'ai quand même envie d'insister sur un point, c'est le nombre de victimes qui sont culpabilisées par les autorités de police, même par les magistrats.
Il y a un moment, on leur dit, mais attendez, vous avez vu ce qui se passait, pourquoi vous n'êtes pas partis, qu'est-ce que vous attendiez pour partir? Mais ça, c'est de la culpabilisation. On les accuse à demi-mot, c'est les restes de la psychanalyse de je sais pas quelle période, qui vont dire, bon, bah, s'il est resté, c'est qu'il a aimé ça, c'est une forme de masochisme. Sauf que, justement, et c'est ce qu'explique notamment Irigoyen dans son livre sur les pervers narcissiques, à la fin, quand elle dit comment guérir de ces relations-là, elle vous dit déjà, il faut pas tomber sur des psychanalystes qui vont vous dire, bah, en fait, vous l'avez cherché, c'est de votre faute. Il y a peut-être un lien qui a été opéré, qui a été observé par le pervers narcissique entre l'enfance et des mécanismes que la victime a déjà rencontré et le mécanisme qui a été mis en place par le pervers narcissique, il y a des liens, mais de là à faire la transition entre les liens et le masochisme, faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Oui, surtout qu'en plus, un des outils qu'utilise le pervers narcissique, c'est par la projection, c'est ce qu'on appelle en anglais, c'est un acronyme qui s'appelle DARVO, c'est Deny... alors j'ai plus le attaque, voilà, oui, merci, et reverse victim offender. Donc du coup, est-ce que tu peux traduire du coup exactement, je vais le traduire. C'est que le pervers narcissique, il va passer son temps à nier la situation, à attaquer et à renverser les responsabilités entre victime et offensé. Okay. Et ça, du coup, la personne qui est en lien avec le pervers narcissique va endosser une très forte culpabilité, mais ne va pas prendre la responsabilité pour sortir de cet enfer. Et ce qui est terrible, c'est que c'est très important que la victime soit reconnue à un moment dans son statut de victime, parce que ça fait partie du processus pour pouvoir en sortir. Par contre, si elle reste et qu'elle endosse une identité de victime, là, à ce moment-là, elle s'englue vraiment dans des sables mouvants dont il va être très difficile de sortir. Et une des choses qui est compliquée, et ça, on le voit chez le pervers narcissique et chez la victime, mais un peu en projection, c'est « à cause de toi, je me sens comme ça ». En réalité, ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler. C'est que chacun est responsable de comment il se sent, quel que soit le comportement de l'autre. L'autre se comporte d'une certaine façon, la façon dont moi, je me sens en réaction, c'est mon travail à moi, d'en prendre la responsabilité, d'en faire quelque chose qui ne me nuise pas et qui me porte vers l'avant. Tu vois, ce que tu dis là, c'est exactement ce que je dis à mes clients en premier entretien. Ils me disent « Ah, mais il m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça. » Genre, tu vois des attaques, t'es folle, t'es fou, tu casses toute notre famille, le classique. Et après, je me dis « Mais comment vous allez réagir si moi, là, je vous dis la même chose ?» Je me dis « Bah, ça me fera rien. » Ça me fera rien, mais c'est parce que en fait elles choisissent d'être blessées. Ils me disent oui, mais c'est pas la même chose parce que c'est quelqu'un que je connais avec qui je suis mariée. Mais en fait, si, c'est la même chose. Pourquoi donner de la valeur à quelqu'un qui n'est pas censé avoir de la valeur? Votre valeur, votre estime de vous-même, elle doit venir de vous, pas de mon regard. Mais ça, alors c'est presque la base du stoïcisme en fait. On retourne à des principes simples. Oui, ils avaient déjà tout compris. Des principes simples. Qu'est-ce qui dépend de moi, qu'est-ce qui n'en dépend pas, et les propos de l'autre lui appartiennent, ne nous appartiennent pas. Et la gestion de ses propres émotions, je dirais que ça devrait être quelque chose que chacun fait dans sa vie pour être simplement un adulte fréquentable. C'est clair. Je pense qu'au-delà même de sortir d'une relation avec un pervers narcissique, apprendre à être un adulte fréquentable Exactement. pour tout son entourage, ça fait partie de ce qu'on devrait apprendre au quotidien. Attends, juste là, il y a un point qui me semble important parce que c'est quelque chose où on voit souvent justement la personne qui est victime mais qui reste dans ce statut de victime pendant 15 ans, 20 ans, 100 ans. Et à l'inverse, un autre pan qui serait aussi visiblement néfaste, qui est nier son statut de victime en disant extreme ownership, tout dépend de toi, etc. Donc, ce que tu sembles dire, enfin vous semblez là-dessus complètement d'accord, c'est de dire il faut d'abord poser le constat que oui, on a été victime, donc se reconnaître, enfin ou se faire reconnaître dans son statut de victime parce qu'on en a besoin pour se déculpabiliser, c'est ça. Et après, directement après, dire maintenant qu'on a été victime, on en sort, on reste pas dans ce statut-là. Exactement. Et la suite nous appartient et est de notre responsabilité. Ouais. Pour pouvoir en fait sortir de ce statut de victime, il faut qu'à un moment il soit reconnu. Sinon, il y a une sorte de sentiment d'injustice qui perdure et qui réouvre toutes les failles émotionnelles et qui empêche vraiment de passer à autre chose. Est-ce qu'on pourrait imaginer une temporalité où on a le droit, entre guillemets, de se... Est-ce que c'est une seconde, à partir du moment où on est reconnu victime, on doit en sortir? Est-ce qu'on a une phase? Qu'est-ce que vous pourriez dire là-dessus? Moi, je pense que c'est mélangé. Je pense que c'est mélangé. La prise de conscience
du statut de victime se fait de manière à peu près concomitante, quoi. On va dire que ça commence par la prise de conscience du statut de victime et les deux sont un travail... on finit par le travail de responsabilité, on commence bien entendu par le travail de victime, mais il y a une période où les deux sont concomitants à mon sens. Oui, parce qu'en plus, il va y avoir notre propre prise de conscience et souvent avec un thérapeute. Quand je dis notre propre, c'est la personne qui vit ça, hein, avec souvent un thérapeute. Et puis à l'entourage. Et moi, j'ai remarqué quand même que le problème, c'est que l'entourage est souvent... englué aussi dans l'emprise et c'est ce qu'on appelle les flying monkeys, c'est-à-dire que ça fait partie des choses qui d'ailleurs vont être très difficiles pour la sortie d'une relation avec un pervers narcissique et pour l'oublier, c'est que tout l'entourage va être contaminé par cette relation et par l'emprise. Et du coup, quand ses oncles, ses tantes, ses frères, ses tantes disent « Mais non, c'est toi qui vas pas bien, t'es complètement folle, ma pauvre chérie, lui il est hyper sympa », c'est super dur du coup de passer à autre chose parce que tout son entourage propre continue de nous remettre dans l'ancienne version idéalisée et complètement fausse de la relation. Donc le cirque continue par l'intérieur des flying monkeys. Donc quand certains membres de l'entourage vont avoir des prises de conscience, je pense que ça c'est aussi des éléments qui vont être très réparateurs pour la personne et qui vont l'aider à passer à autre chose. Ok. Sauf qu'on ne peut pas demander à cet entourage cette prise de conscience. Parce que là, ça leur impose un changement. Et je trouve que c'est très difficile, cette prise de conscience. Elle se fait dans la douleur. Elle se fait dans la remise en cause des croyances qu'on a depuis qu'on est enfant, parfois. Donc, de demander à l'entourage, vas-y, aide-moi, en quelque sorte, soutiens-moi. En tout cas, ils peuvent soutenir, mais clairement pas par le biais d'une prise de conscience totale, à mon sens. Ben si, moi, j'ai une très bonne solution. Si vous avez un entourage qui ne comprend pas trop, vous leur envoyez cette chaîne, vous leur dites de regarder. Non, mais en vrai, pas forcément cette chaîne, c'est pas le propos, mais c'est important qu'ils commencent à se documenter, puisque s'ils commencent à comprendre qu'effectivement il y a un mécanisme caché qu'ils ont peut-être pas vu, que la personne qu'ils ont vue était pas la même en privé, ils pourraient au moins prendre conscience qu'il y a quelque chose qu'ils ont peut-être pas vu. Alors, l'entourage va aussi prendre conscience quand eux-mêmes vont être exposés. Parce que souvent, le pervers narcissique, quand même, il a des moments où son système d'apparence, on va dire, va avoir des failles aussi. Tout à fait. Et parfois, l'entourage va dire « Ah ouais, non, mais ça colle pas, ça. » Et là, à ce moment-là, il peut y avoir des prises de conscience. Mais souvent, il faut que l'entourage ait un accès direct à un événement pour pouvoir faire des prises de conscience. C'est-à-dire que si c'est juste relaté, surtout tant que la victime est encore émotionnellement très perturbée, tant qu'elle continue de relater sur le même discours et avec la même tonalité, ça passera pas. À partir du moment où la victime aura évolué elle-même, elle pourra aussi amener d'autres éléments de discours et apparaître autrement justement auprès de l'entourage. Et là, l'entourage va dire « Ah oui, mais en fait, finalement, peut-être que c'est vrai. » Mais tant qu'elle va continuer à crier, ça n'ira pas. Oui, mais parfois on voit bien simplement que notre proche, qu'on connaît très bien, a complètement changé. Qu'il était, je sais pas moi, rayonnant, entreprenant et en pleine santé, et puis qu'il est décrépit, pleurnichard et à ne plus savoir ce qu'il dit. Oui, alors ça, c'est pas les flying monkeys, ça c'est les autres membres de l'entourage qui vont pouvoir être soutenants. Et qui vont parfois attribuer effectivement la problématique au fait de fréquenter un pervers narcissique, donc de voir son proche devenir l'ombre de lui-même. Sauf que très souvent, le pervers narcissique va avoir fait couper les ponts avec ces gens-là, parce qu'en fait, ils permettent trop facilement une prise de conscience à la victime. Donc du coup, souvent, ces gens-là n'ont plus forcément accès à la victime. Est-ce qu'il faut justement... une victime qui se rend compte qu'elle l'est, reprendre d'urgence contact avec ces gens-là ou pas du tout? Qu'est-ce que tu en penses? Souvent, elle le fait. Ouais, souvent elle le fait et moi je le conseille parce que souvent ils arrivent en entretien, ils me disent bah voilà je suis totalement isolée, je lui dis bah qu'est-ce qui vous empêche de reprendre contact? La plupart du temps l'entourage a parfaitement compris, c'est juste que en fait ils sont obligés d'être mesurés dans leurs propos au risque justement de couper tous les liens et s'ils sont mesurés dans leurs propos, de toute façon la victime ne peut pas prendre conscience et s'ils sont excessifs, et ben de toute façon la victime va couper les ponts parce que le discours du pervers narcissique ce sera mais tu te rends compte, ils sont jaloux de ton bonheur, ils ne veulent pas que tu réussisses et que tu sois heureux dans la vie. Donc, de toute façon, la seule prise de conscience possible, ça vient toujours de la victime. Les seuls choix peuvent venir de la victime pour s'en sortir.
Alors, parmi les éléments hyper importants qui font que c'est très difficile d'oublier un PN, tout à l'heure, on parlait du conditionnement et de l'entraînement. En réalité, dans tout le début de la relation, déjà, ils vont faire leur processus de recrutement, c'est-à-dire qu'ils vont voir si vous êtes susceptible, justement, d'être soumis à un entraînement et à un enfumage mental. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ne sont pas les bonnes victimes, quoi. Oui, il y a des gens qui ont un moi plus affirmé et qui vont un peu moins se laisser bercer d'espoir et qui vont un peu moins douter de leur propre raisonnement. Et du coup, ils vont pas être des bons candidats pour le pervers narcissique. Donc le pervers narcissique, il va pas aller les choisir. Est-ce que ça peut être un bon conseil pour les gens qui ont des enfants, de leur apprendre à développer cette conviction de leurs propos, cette aisance, parce que ça peut être un bon barrage. On n'en a jamais parlé, je crois. Mais si, on en a déjà parlé. Non. C'est renforcer l'esprit critique de l'enfant, renforcer son empathie, la prise de conscience de ses émotions. Ça commence dès que l'enfant a 2 ans. Hein. Et de ne pas douter de ce qu'il... De pas douter de ce qu'il voit. Moi, je sais que, par exemple, ma fille, je l'entraîne d'ores et déjà à ne pas être victime de gaslighting. C'est-à-dire que je lui dis, il est de quelle couleur ce verre? C'est l'exemple que je donne tout le temps. Et je lui dis, alors là, je lui dis, le verre, il est violet. Elle dit, non, le verre, il est pas violet, comme une enfant, qui en rit. Sauf que l'enfant, elle en rit. Et après, je lui explique la règle, c'est ne doute pas de ce que tu vois. Parce que le propre du PN, c'est qu'il te fait douter de tes propres perceptions. C'est tellement puissant que les personnes qui n'en sont pas victimes vont dire après en commentaire « Non, mais faut arrêter de diaboliser le PN. Oh, mais faut arrêter de diaboliser toutes les relations. Non, mais de toute façon, ils sont tous PN sur cette terre. » Non. Il y a des vrais PN, il y a des vraies personnes qui ont un trouble de la personnalité narcissique et il y a des relations qui se finissent mal avec, des crises classiques, une difficulté à rompre. Mais ça n'a rien à voir, ces 2 types de relations. Bien sûr. C'est 2 mondes différents. Mais c'est ce que les gens souvent comprennent pas, c'est que c'est pas parce que plein de gens se disent victimes de PN parce que c'est plus simple pour eux et que ça les arrange que les PN n'existent pas. Exactement. C'est que oui, effectivement, il y a plus de gens qui se prétendent victimes que de réelles victimes, mais par contre, il y a des réelles victimes et il faut pas, sous prétexte qu'il y a des faux, nier tout ça parce que c'est une souffrance énorme et que ces gens-là, au contraire, les nier, c'est les pousser vers ne pas s'en sortir. Et puis, il y a un autre truc aussi, c'est que ça, on l'a dit plusieurs fois sur des vidéos, c'est qu'il y a des spectres. Il y en a, moi je les appelle les bébés PN, il y a les méga PN, il y a les PN qui sont magnifiques, là j'avais un dossier hier qui rentrait, mais il y a de tout. Il y en a, ils arrivent au cabinet, ils disent mon Dieu, c'est exactement ce que vous racontez sur les vidéos. Il y en a d'autres, je vois beaucoup de traits communs, mais pas tout. Il y en a qui me disent bon, c'est encore pire que ce que vous racontez sur les vidéos. Donc oui, c'est un spectre, effectivement. Et alors, ils avancent sur le spectre au cours de leur vie. Donc ça, il faut savoir. Pire en pire. Oui. Ça se déplace. Leurs troubles se renforcent parce qu'en fait, ils ont besoin de mensonges de plus en plus puissants pour faire tenir pour eux-mêmes les mensonges précédents. Parce qu'en fait, sinon, ils s'effondrent. Donc, ils vieillissent mal. Ils vieillissent très, très mal. Ok. Et comment ils finissent d'ailleurs? Parce que quand même, il y a un peu une fin de vie pour ces gens-là. Souvent, ils finissent seuls et ils ont souvent tout auto-saboté. Du temps. Ok, souvent tous leurs mensonges ont pété avant la fin. Oui, et même financièrement, souvent, en fait, ils ont fait le truc de trop parce que, en fait, ils aiment bien aller défier, provoquer, y compris la loi, y compris des associés, y compris, et souvent, ils sont virés 15 fois avec percée fracas, avec procès, avec... C'est tellement vrai ce que tu dis, mais c'est tellement vrai. En fait, le PN, dans son travail, il a tendance à, à être licencié à peu près tous les ans et demi, tous les 2 ans. Ils n'arrivent pas à garder un poste stable parce que ça dépend pour le coup. Il y a quand même. Alors, il y a quand même des cas inverses, des gens qui sont très successful, peut-être qu'il y a des cas inverses, qui mais sont bien chefs sûr, d'entreprise, qui sont. Bien sûr, mais il y en a aussi. En tout cas, dans les employés, moi je le vois très fréquemment dans mes dossiers. Ils ne restent pas longtemps en entreprise. Tout le temps, ils se font virer. C'est systématique. C'est-à-dire que ceux qui ont des très bons mécanismes de défense PN, eux, ils vont pouvoir plus facilement contenir. Et souvent d'ailleurs, par exemple, ils vont mieux contenir au niveau du boulot et ils vont déchaîner plus leur rage PN à la maison. Exactement. Et par contre, il y a ceux qui vont plus contenir au niveau de la maison et qui vont plus laisser leur problématique PN s'exprimer au bureau. Et à ce moment-là, il y aura plus de pertes et fracas au niveau professionnel. D'ailleurs, est-ce que vous avez un mot là-dessus? Parce que c'est une question où on n'a jamais vraiment répondu, même si tu vas me dire que si, mais, mais ça arrive qu'on ait des commentaires sur « j'ai un PN au bureau ». Ouais. C'est vrai que c'est pas vraiment ce qu'on traite.
Est-ce que là-dessus, vous avez quelque chose? Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un manager, un chef Il faudrait faire toute une vidéo entière, voire même 12, quoi. 18. Ouais. Merci. Non, c'est-à-dire que c'est un vrai sujet. Ouais. Et c'est un vrai problème, une vraie problématique parce que quand il y a un PN, alors parfois en plus ils se cooptent et parfois il y a même plusieurs PN dans le service. Et puis il y a aussi donc la dynamique de groupe qui se met en place avec aussi les Flying Monkeys, avec chacun qui a son rôle. Et ça peut être vraiment épuisant et Exactement. monstrueux. Mais est-ce qu'il faut pas partir? Oui. Ouais, c'est le plus simple. Souvent, il vaut mieux partir. Ok. Et partir comme... Ouais, parce Et alors il y a que- des entreprises PN. Ah bon? Oui. Comment Ah, ça? oui. Il y a Ah, des mais oui, entreprises ouais. qui fonctionnent sur un fonctionnement PN, à promouvoir les mauvais, à martyriser les bons. Voilà. Des institutions entières qui fonctionnent avec... souvent, c'est parce qu'elles sont dirigées par un PN et du coup, le système se reproduit à l'intérieur. Bah oui, puis ils se Ok. reconnaissent entre eux en plus. Ah ouais. Ils se choisissent entre eux. Ils se cooptent et tout ça. D'ailleurs, j'imagine qu'il y a des secteurs qui doivent plus attirer ce genre de gens. Moi, j'en ai vu un peu dans tous les secteurs. Dans tous les milieux sociaux, de toutes les couleurs, il y en a un peu de partout. C'est vrai que plus ils sont malins, plus ils sont éduqués, plus ils sont à des postes de pouvoir, mais en général, ils essaient toujours d'avoir des postes de pouvoir, même si c'est des petits pouvoirs, peu importe, mais en tout cas, dans leurs entités. Oui, à leur échelle. Exactement, ils essayent d'avoir les postes de pouvoir. Ok. Il y a une étude très intéressante de l'INSEAD qui s'appelle SOB, et c'est pas évidemment son of a bitch, c'est Seductive Obsessional Bully. Et ça explique très très bien comment justement en entreprise il y a des relations entre ce type de personnes. Et que souvent d'ailleurs quand il y a un conflit entre deux PN en entreprise, c'est le plus PN des deux qui gagne. Ok. Voilà. Intéressant. Ouais. Ok, si même entre eux, ils se. Donc c'est vraiment étudié en fait. C'est ça. Ok. Et Héloïse, du coup, j'ai l'impression que en France, c'est pas possible d'empêcher quelqu'un de faire des procédures. Bien sûr que c'est pas possible. Voilà. Comment on fait quand on a quelqu'un qui a prévu de nous harceler chaque année, de nous mettre des procédures chaque année pendant les 20 prochaines années? Bah, c'est très difficile parce qu'en fait, le droit d'ester en justice, bah, comme je viens de te le dire, c'est un droit. Et c'est seulement si ça devient abusif qu'il peut être, sanctionné. C'est très difficile parce que même le droit d'ester en justice, c'est le symptôme, quand il est excessif, d'une maladie mentale. C'est Ok. ce qui s'appelle la quérulence. Et la difficulté, c'est que bah, qu'est-ce que tu veux dire aux victimes? Bah, en fait, il a le droit de t'assigner pour non-représentation d'enfants, pour des violences conjugales imaginaires, par exemple, ce qui est très classique. Et après, qu'est-ce que vous avez comme d'autre choix que de vous défendre? Et c'est ça qui est horrible, c'est parce que le plus souvent, la victime, elle a moins d'argent, elle est très affaiblie, elle doit être face à son bourreau, elle doit trouver encore le courage de se battre face à des propos qui vont être délirants et une manipulation de preuves. Et donc, c'est extrêmement difficile parce que même quand on dit, bah, vas-y, passe à autre chose, et ben, c'est justement l'objet de la vidéo, bah, en fait, tu peux pas l'oublier, Oui. puisque tous les 2 mois, tous les 3 mois, c'est par cycle, il se passe toujours quelque chose. Et il y a des dates anniversaires auxquelles ils vont revenir. Des dates anniversaires? Joyeux anniversaire, le PN? Ah oui, il peut y C'est avoir quoi, des dates ça anniversaires. Bah, ça peut être par exemple être sûr de vous gâcher tous les ans votre anniversaire. Ah bah ou oui, tous les ans ah votre bah Noël. oui. Donc là, C'est- on retourne aussi dans le cyclique. Bien sûr. Voilà. Ok, essayez par exemple de faire en sorte d'assigner et de recevoir l'assignation à la Exactement. période de l'anniversaire. Oui, ou Exactement. quand il est sûr que la personne ne va pas être là pour la recevoir, histoire d'avoir Ouais. une assignation 3 jours après et d'être sûr Ouais, de de ne pas gagner du pouvoir temps. être assisté et représenté. Le grand classique. Alors, tout à l'heure, donc, on était sur aussi ce conditionnement et cet entraînement. Le PN, et ça fait vraiment partie des raisons pour lesquelles c'est super difficile de l'oublier, et ça, c'est vraiment du coup internalisé par la personne, c'est que c'est carrément au niveau chimique que ça va se passer. Le PN, il va en permanence souffler le chaud et le froid. C'est ce qu'on appelle en fait en psychologie du renforcement intermittent. Moi, j'appelle ça aussi souvent la queue du Mickey au manège. C'est-à-dire qu'il va dire T'as des expressions. tu l'auras pas, tu l'auras, tu l'auras pas, tu l'auras, tu l'auras pas. Alors ça, on en rigole. Parce que quand on voit un gamin sur le manège, on rigole de ça. Sauf qu'en fait, au quotidien, au niveau chimique, ça fait relâcher dans notre corps des hormones, des neurotransmetteurs sûr. qui vont complètement mettre en l'air notre système émotionnel. Et du coup, ça va créer vraiment à l'intérieur de nous des espèces de réflexes automatiques qu'on va retrouver après dans ce qu'on appelle le syndrome de stress post-traumatique Qu'est-ce que c'est que ce syndrome de stress post-traumatique complexe? C'est pas qu'on a eu un gros trauma
et que ce trauma va engendrer des flashbacks et toutes les conséquences d'un stress post-traumatique. C'est des micro-traumas répétés. Et en fait, ce renforcement intermittent, il crée à l'intérieur de la personne des micro-traumas répétés. Et ça va créer après tout un tas, même quand la relation est finie, tout un tas de reviviscence de la relation qui fait que ça va être extrêmement difficile d'oublier le pervers narcissique. D'où l'importance de faire vraiment une approche complète de ça, et en particulier, y compris une approche, mais presque psychocorporelle, parce que le trauma, il est logé dans le corps par toutes ces hormones et par tous ces neurotransmetteurs. Et il faut aller le déloger complètement, même de toutes ces réactions physiques et physiologiques qu'on a. Est-ce que là-dessus, d'ailleurs, tu as regardé un peu les études, etc. On trouve des marqueurs biologiques de quelqu'un qui a été traumatisé? Alors, on en trouve dans le cerveau. Okay. Ouais. On trouve, en fait, il y a des zones de cerveau qui ont tendance à s'activer plus fortement. C'est l'amygdale, non? Ça, ouais, et puis il y a toutes les zones, justement, liées à la peur, en fait. Exactement. Parce qu'en fait, il va y avoir... on retrouve chez des gens qui ont vécu avec un PN, ils vont se retrouver dans un endroit, ils vont être pris de nouveau d'une peur effrayante parce qu'en fait, ça va leur rappeler un moment qu'ils ont vécu avec ce pervers narcissique. Il y aura une odeur, une lumière, une couleur de tissu qui va leur rappeler... Oui, exactement comme un traumatisé de guerre, en fait. Alors, voilà. Et c'est pour ça que très souvent, il va falloir faire des prises en charge comme pour les gens qui ont été soldats dans les guerres avec de l'EMDR, de l'EFT, parce qu'en fait, ça va travailler au niveau psychocorporel. Ok, super intéressant. On se rend peut-être pas compte parce qu'en France, c'est pas hyper développé, mais nous, avec Héloïse, on est en train d'aller un peu là-dessus sur le biohacking, etc. On est, notre humeur, notre caractère, etc. est énormément induit par nos hormones, par les carences qu'on peut avoir, et c'est pas du tout quelque chose à négliger, la biologie. Si on a justement, je sais pas moi, que le PN a cassé notre cycle de récompense, par exemple la dopamine, qui est quelque chose de très connu, parce que justement c'est chaud et c'est froid, en fait c'est des shots de dopamine qu'on se prend, et ben après tout ce qu'on va vivre va sembler insignifiant, sans saveur par rapport à ça. Et c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Je vous invite à vous y pencher, c'est vraiment passionnant. Et est-ce que justement sur la dopamine, tu avais l'air de tilter? Oui, alors ça, on pourra refaire vraiment toute une vidéo sur le PN et le cerveau de sa victime, mais c'est ce qui va faire malheureusement que les gens vont retomber sur d'autres PN après, s'ils ne se soignent pas. Parce qu'en fait, les autres relations vont leur sembler très fades. Et donc, ils vont aller chercher leur shoot de dopamine. Et ça fait partie aussi des éléments qui vont faire que le hoovering est possible. C'est que au moment où le pervers narcissique va essayer de réaspirer la personne va avoir de nouveau son shoot, va dire, ça y est, ça revient. D'accord. Et ça veut dire quoi, réaspirer la personne concrètement? Ça veut dire que vous allez avoir des sourires, de nouveau de la tendresse, de nouveau des câlins, de nouveau, il va répondre peut-être à vos attentes, un plat, un cadeau, il va faire miroiter un voyage, il va faire miroiter, je sais pas, des choses qui vont faire plaisir à la victime. Sauf que vous voyez que la victime, là, elle est totalement déréglée. Qu'est-ce qui importe dans une vie? C'est pas de recevoir des cadeaux, c'est pas de recevoir de l'attention, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'être en cohérence avec soi-même, de dire tiens, je sais qui je suis, j'accepte qu'on me porte du respect, je n'accepte pas qu'on me porte pas de respect. C'est ça ce qui est important. Et donc il faut changer le système de valeurs même quasiment. Oui, et puis en plus, tu parlais que des choses positives qui vont t'envoyer justement des shots de dopamine, mais en fait, les éléments négatifs envoient également, par exemple, de l'adrénaline. Oui, et l'adrénaline, et les gens qui sont addicts au sport extrême, c'est parce qu'ils sont addicts à l'adrénaline qu'ils reçoivent. Et recevoir d'un seul coup un chaud-froid très fort, ça va peut-être nous envoyer de la dopamine, mais juste après, ça va nous envoyer de l'adrénaline ou n'importe quelle autre hormone. Et donc, on va être aussi bien addict aux attentions qu'on reçoit à nouveau, mais également addict au rabaissement et aux choses négatives. Exactement. Alors, c'est super intéressant ce que tu disais, Héloïse, parce que moi, il se trouve que je connais un pervers narcissique que je fréquente de temps en temps avec un peu de distance. Et un jour, je lui raconte comme ça comment quelqu'un avait fait du hoovering à base de cadeaux. Et il me regarde et fait « Ah, ça marche ça ?» Parce qu'en fait, du coup, et ben voilà, il vient de le mettre dans son escarcelle. Bravo Muriel. C'est énorme.
quand même, quoi. Donc Ouais, elle peut aider les victimes, mais elle peut aider aussi les pères narcissiques Alors à... après, évidemment, j'ai continué la Vous discussion. voulez devenir un PN? Appelez Muriel. Non, parce que je lui ai dit, oui, mais ça marche pas avec tout le monde. Ouais. Et en fait, justement, c'est intéressant de voir qu'ils sont aussi à l'affût de ce qui peut marcher Bah, pour le sûr. hoovering. Bien sûr. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir aussi un peu la réaction de l'autre. Ouais. Et donc, ce syndrome de stress post-traumatique, il va engendrer quelque chose que les gens qui sont encore dans des relations et qui aussi en sortent après avec des PN sont dans l'hypervigilance tout le temps. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement épuisant parce qu'ils vont être dans l'hypervigilance au départ pour essayer de voir, OK, comment je fais pour pas déclencher la rage du PN? Comment je fais pour essayer d'obtenir à peu près le mieux que je peux avoir? Et puis après, ils vont être dans l'hypervigilance parce que tout leur système de peur est en émoi et en éveil tout le temps. Et ils vont être tout le temps sur le qui-vive. Et ça, c'est épuisant. Et on arrive à des syndromes de fatigue nerveuse terribles. Ouais. Et alors, tout ça, en fait, ce conditionnement, l'enfumage mental avec ce que tu expliquais, le gaslighting ou le PN, il va faire douter la personne de sa propre pensée, de ce qu'elle a vu, de ce qui s'est passé. C'est ce qui est très, très fort. Tout ce fonctionnement-là, en fait, ça va renforcer l'emprise. Et ça va, en fait, la figer. C'est-à-dire que ça va faire que ça devient une espèce de cage dont ça devient presque impossible pour la personne de sortir parce que sa boussole intérieure, elle est complètement déréglée. Et ça, c'est ce qu'on appelle justement le lien traumatique, le trauma bond en anglais. Et moi, j'appelle que c'est un lien qui est en fait basé sur du trauma déjà. Parce qu'en fait, s'il n'y avait pas eu de trauma chez la victime au départ, s'il n'y avait pas eu des failles, s'il n'y avait pas eu ce moi qui n'était pas assez affirmé, il n'y aurait pas eu cette emprise possible. Et l'emprise va continuer de faire son travail. Et le moi de la personne va devenir de plus en plus faible, de plus en plus déboussolé. Et du coup, la personne aura de moins en moins de ressources pour en sortir. Et c'est pour ça que c'est très difficile de sortir de ces relations-là. Et c'est aussi très difficile parce que c'est comme si la personne, elle était animée par deux forces contraires. Une force contraire qui a envie de la ramener dans l'emprise et une autre force où elle a envie de s'en sortir. Et donc, c'est comme s'il y avait des tensions qui sont totalement opposées au sein d'elle-même. Et c'est pour ça que la personne qui est victime, là, qui vient au cabinet, elle est totalement dans un état de confusion mentale parce qu'elle est mélangée entre les deux. Tu veux dire qu'il y a une partie d'eux qui estime qu'ils ont compris et qui sont prêts à partir, voilà. Et une autre partie qui n'a qu'un rêve, c'est d'y retourner. Exactement. Et c'est pour ça que leur discours est totalement délirant. Et c'est pour ça que quand on leur dit « non, là c'est le moment de poser des limites », et ben dans ces cas-là, ils vont de nouveau s'éloigner de nous en disant « bah vous êtes excessifs ». Parce qu'en fait, ils sont pris dans cette tension et qu'ils n'arrivent pas encore à en sortir. Et c'est pour ça que nous, à la base, moi, avant de m'intéresser à cette matière, à la question de l'emprise en droit de la famille, eh ben, je me disais, non mais bien sûr, mais qu'est-ce que vous attendez pour partir? Même moi, j'étais à côté de la plaque. Vous imaginez si une avocate en droit de la famille, qui avait déjà de l'expérience, ne comprend pas le phénomène de l'emprise, mais qu'est-ce que ça doit être, t'imagines les catastrophes qui peuvent être conseillées par la suite? C'est-à-dire la garde alternée, l'absence de dépôt de plainte, l'absence de limites en termes financiers, l'acceptation de relations sexuelles non consenties, l'isolement. En fait, quand tu ne comprends pas le mécanisme de l'emprise, les conseils que tu donnes ne sont pas adaptés. Et c'est pour ça que c'est gravissime. Et le juge peut, si lui non plus n'a pas compris, va donner une décision en disant l'intérêt de l'enfant, c'est de voir ses deux parents, etc. Ouais. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que les juges soient davantage formés au phénomène d'emprise. Aujourd'hui, je sens comme une forme de timidité à oser en parler parce qu'on a eu certains magistrats qui nous ont dit « oui, on en a marre des PN », sauf qu'en fait, à force d'avoir ce discours du « on en a marre des PN, surtout ne me parlez pas de PN », il y a toute une frange de la population qui ressent un sentiment d'injustice, qui ne se sent pas compris et qui n'ose plus parler. D'accord ? Sauf que à force de ne pas parler, c'est comme si on se cachait les yeux pour qu'on mettait des œillères face à un phénomène qui existe. Et aujourd'hui, il y a un retard de la justice qui existe encore et encore. Comment on va faire pour détecter avec précision les troubles de la personnalité narcissique, quoi. Un trouble parmi d'autres. Et ce qui m'inquiète, c'est aussi de voir des expertises de psy qui passent totalement à côté. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les psys soient formés au phénomène d'emprise ? Je ne compte plus les psychologues, les psychiatres, les experts
qui ne décrivent pas avec suffisamment, de courage même. Peut-être que c'est du courage qu'il faut, je sais pas. Il y a des courants de pensée aussi qui malheureusement empêchent parfois de voir les choses d'une certaine façon. Tout à fait, c'est notamment celui dont je te parlais avec le masochisme, elle a beaucoup aimé ça, ou il a beaucoup aimé ça, la victime. Et je sais pas quoi faire parce qu'on passe vraiment à côté de dossiers. On passe vraiment à côté d'enfances qui vont être brisées parce que de grandir dans un environnement traumatique, aujourd'hui on le normalise. Parce que peut-être qu'il n'y a pas de coup. Peut-être parce que le parent ou le père, la mère paraît être un parent normal. Sauf que d'être un parent sain, ce n'est pas d'exercer des violences psychologiques. Et d'être un parent sain, parfois ça se voit, parfois ça ne se voit pas. Et d'être un parent malsain, parfois ça ne se voit pas. Et donc, qui peut aider à parler psy ? C'est une profession qui est essentielle, mais qui doit davantage se former comme les magistrats. Mais il y a aussi un problème, c'est qu'aujourd'hui, un JAF, un juge aux affaires familiales, il voit passer pendant, ça dure, 3-4 ans, 10 dossiers par jour de gens qui viennent tous lui raconter que c'est l'autre qui est méchant. Et en fait, ils doivent mentalement être épuisés et pas trop savoir quoi faire en réalité. Ça doit être dur d'avoir toute la journée des dossiers où tout le monde dit il est méchant, il est machin, c'est moi qui dois tout avoir et l'autre rien. Et en fait, ils ont fait 10 ans d'études pour se retrouver à faire du travail à la chaîne quand même, fondamentalement. Tout à fait. Il faut aussi être en empathie envers ces juges où le système est mal foutu. Ils sont obligés de traiter 10 dossiers pour vous, c'est votre dossier, mais pour eux, c'est un numéro. C'est juste le numéro 5 de la journée, quoi. Et puis aussi, c'est notre responsabilité à nous en tant qu'avocats. C'est-à-dire que s'il y avait davantage d'avocats formés aux techniques d'emprise mentale, dans ces cas-là, on serait capable de les identifier quand c'est nos propres clients. Et aussi d'adapter notre défense en disant, maintenant, le magistrat est formé à la compréhension de l'emprise. Moi, je suis formée, la partie adverse est formée. Vous pourrez plus berner le système. Si tout le monde est formé, en fait, ils pourront plus berner le système. Alors, il faut savoir que l'emprise, c'est quelque chose qui peut être parfois extrêmement subtil. Donc, je pense que si on le résume, on va vraiment parler, je pense, de conditionnement. Parce que vraiment, la personne qui est sous emprise, elle est conditionnée. C'est-à-dire qu'elle a perdu son libre arbitre et elle est conditionnée. Mais ça peut passer par des choses extrêmement subtiles qui passent complètement souvent à la trappe, y compris de l'entourage proche. Je pense à des techniques incroyables. Alors, il y a le couching, par exemple. Ça, c'est sortir une blague et dire ah non mais c'est juste drôle, ou alors ah non mais je te dis ça mais c'est pour ton bien, et en réalité personne ne va comprendre à quel point c'est un vrai problème parce que c'est une attaque directe à la personne, et la personne elle-même va être de nouveau en état de confusion puisque le pervers narcissique va lui dire mais non mais ça c'est pour ton bien, mais non mais c'est pas grave, et donc c'est comme ça qu'on va conditionner l'autre à accepter une chose maltraitante tout en n'en voyant pas la portée. Et on arrive à vraiment presque un syndrome de Stockholm à un moment, où la personne qui est en lien avec un pervers narcissique va au départ avoir des shoots de dopamine seulement quand elle aura un geste positif, et puis à la fin avoir simplement des shoots de dopamine simplement quand l'autre l'aura pas massacré. Et ça, c'est terrible. Ouais, exactement. Et ils arrivent à inverser le mécanisme, le fonctionnement. Voilà. C'est-à-dire que si on n'a pas déclenché de rage narcissique, on va être super heureux et donc en dopamine. Il m'a pas tué aujourd'hui. Ouais, exactement. Ouais. Et quelque chose, là, juste pour rebondir à ce que tu as dit, l'une des techniques classiques, quand on a un pervers narcissique, c'est qu'il vous dit j'ai fait ça pour ton bien, j'ai fait ça pour toi. Sauf que, vous voyez, pourquoi c'est totalement toxique ? Parce que vous ne lui avez rien demandé, vous n'avez pas exprimé un besoin et vous êtes responsable de votre propre bonheur. Donc c'est ça qu'il faut dire. La prochaine fois qu'il y a quelqu'un qui vous dit j'ai fait ça pour toi, vous lui dites mais est-ce que je t'ai demandé de l'aide ? Non. Est-ce que j'avais besoin, j'ai exprimé un problème ? Non. Alors s'il te plaît, reste à ta place. Ouais, alors simplement là je vais préciser parce qu'il y a des gens très premier degré quand même. Il faut faire attention. Ce qu'on essaye de décrire, c'est simplement que les phénomènes peuvent être insidieux dans les petits détails, dans les petites choses. Ça veut pas dire que si une personne fait quelque chose pour vous, il vous coupe votre melon, vous devez lui dire je t'ai rien demandé. Voilà. Chose, ouais. Il faut faire attention aussi. On essaye de donner des exemples pour illustrer quelque chose qui justement est pernicieux et vient au fur et à mesure, petit à petit. Voilà, c'est pas, il faut pas juste parce que la personne a fait quelque chose pour vous ou vous fait une blague en disant
à demi-ton, en gros t'as pas rangé, ou t'es un peu bordélique, ça ne fait pas de lui un pervers narcissique. Non, pas du tout. C'est l'accumulation en fait. Voilà, c'est l'accumulation. C'est ça qui est très difficile, c'est que c'est plein de signaux faibles. Ouais. Il y a un outil. Je fais attention parce que parfois du coup on se retrouve avec l'inverse. Les gens ils nous disent un jour il m'a fait ça, un truc complètement insignifiant, donc j'ai coupé tous les liens. Non, ça vous empêchera aussi de rencontrer des gens bien et exactement. Et, voilà. Non, mais absolument. On est bien d'accord avec ça. Mais il y a des trucs qui sont extrêmement subtils. Par exemple, on peut être dans un repas et le pervers narcissique, il va sortir une pique que seul vous allez comprendre parce qu'il n'y a que vous deux, par exemple, qui avez cette information-là. Et là, si vous acceptez, il sait qu'il peut aller plus loin la prochaine fois. Et si vous réagissez, tout le monde va vous dire « Mais t'es complètement folle, ma pauvre fille, pourquoi tu réagis à ça ?» Et ça, c'est terrible. Ça s'appelle du dog whistling. Ça veut dire qu'en fait, le gars, il a un sifflet ultrason qui est dirigé avec un son spécifique que pour sa victime. Et quand je parle de conditionnement, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, le pervers narcissique, il va finir par avoir un sifflet. Et il n'y a que vous qui allez en comprendre la portée. Et ça, c'est terrible. Donc, l'emprise, et pourquoi c'est si difficile d'oublier un pervers narcissique, c'est qu'il s'est infiltré dans votre cerveau, puisqu'il vous a fait douter en permanence de votre pensée, parce que du coup, vous ne savez plus finalement comment penser. Donc, vous n'êtes plus un individu. Et en plus, au niveau de votre corps, de votre chimie, il a tout déréglé. Donc, c'est pour ça que c'est très difficile d'oublier un pervers narcissique. Et en plus, dans les premières étapes de la relation avec un pervers narcissique, il va installer une sorte de fusion. Il va installer même un nous qui, quelque part, englobe et absorbe les deux entités individuelles. Donc, l'individu va disparaître au profit de ce nous qui est créé, souvent d'ailleurs un peu trop vite, un peu trop fort par le pervers narcissique, mais on ne le voit pas venir. Et souvent, quand on attend un nous, on est très content. Mais au final, ça va poser un vrai problème parce que donc l'individu ne va plus vraiment exister. Alors que quand on est dans une vraie relation saine, il y a les deux individualités qui continuent d'exister plus l'entité couple. Et là, en fait, l'entité couple, elle va se substituer aux deux individualités qui ne vont plus exister tout seules. Et cette espèce de fusion, elle va être vraiment problématique. C'est un peu le cheval de Troie parce que le pervers narcissique, par certains côtés, il va s'infiltrer même dans le corps de l'autre et on a, au moment des séparations, une impression d'arrachement d'une partie de soi. Et ça, je pense que je ne l'ai jamais vu dans aucune autre relation que dans les relations avec les pervers narcissiques. Et donc, c'est très difficile d'oublier un pervers narcissique parce qu'il y a cette espèce de vide qui est lâché, qui est créé. Et tant que la personne n'apprend pas à le remplir par elle-même, elle va avoir une béance qui va faire que c'est très difficile d'oublier. Okay. Ce que tu es en train de décrire, en fait, c'est une perte d'identité au cours de la relation. Oui. Tu perds ton identité, tu perds qui tu es. Donc, clairement, à la fin de la relation, tu dois te reconstruire au point de retrouver qui tu es. Ouais. Bah, surtout, on voit que le pervers narcissique, lui, est vide. Il se construit une fausse personnalité, etc. Il va vider sa victime. Donc, les deux sont vides. Par contre, le nous existe. Donc, il n'y a que le nous qui est plein, finalement. C'est ça. Et quand ça va se séparer, les deux vont retourner vides. Donc, c'est là où ça va créer, j'imagine, Alors, souvent, le pervers narcissique, il a un autre nous ailleurs. Voilà. Donc, du coup, il va se projeter directement dans l'autre nous ailleurs. Et en général, lui ne partira pas tant qu'il n'aura pas un autre nous ailleurs. Et par contre, si vous le quittez quand il n'a pas encore un autre nous ailleurs, il faut se préparer à ce qu'il s'effondre. Tout à fait. Ouais. Et la problématique, c'est que donc au départ, souvent, les gens qui entrent dans des relations avec un pervers narcissique ont une prédisposition. Et c'est pas une critique. C'est juste que c'est des gens qui sont parfois un peu trop ouverts sur l'extérieur, un peu trop propices au fait d'accepter les idées de l'autre et qui du coup ont une pensée peut-être pas suffisamment construite en tant qu'identitaire, entre guillemets. Alors ça fait des gens en même temps très agréables parce qu'on peut échanger beaucoup avec, mais qui ont cette disposition à malheureusement laisser s'infiltrer un peu trop la pensée de l'autre. Et ça va vraiment poser un problème parce qu'au fur et à mesure, il y a toutes les fonctions du moi qui vont être finalement déléguées et prises en charge par le PN. Et du coup, quand le PN va s'en aller ou quand la relation va s'arrêter, ben en fait, il y a tout un moi à reconstruire. Et moi, je trouve ça très chouette parce qu'en même temps, du coup, il y a plein de parties du moi qui n'étaient pas forcément extrêmement bien installées avant. Et
Et ça va être une très belle découverte de soi, une très belle reconstruction du soi avec, OK, qui est-ce qu'on a envie d'être pour demain? Et ça fait partie du tout le travail thérapeutique. C'est mieux de l'engager avant, peut-être parfois la séparation, ou en tout cas de le poursuivre après la séparation aussi. Ok, très intéressant, et je pense que ça fait bien la transition entre, justement, on a vu que c'était très compliqué de l'oublier. Maintenant, justement, comment on l'oublie? Qu'est-ce qu'on met en place? Qu'est-ce qu'on fait malgré tout ce qu'on vient de décrire? Qu'est-ce qu'on fait? Ça peut être la thérapie, ça peut être la reconstruction, etc. Comment on fait? Alors, donc, une fois qu'on a déjà quand même mis en place plein de choses pour sortir de l'emprise, justement, il faut reconstruire ce moi qui a été déjà probablement à la base, peut-être pas suffisamment, modelé par la personne elle-même. Et donc là, il va falloir faire du remodelage, une sculpture, il va falloir sculpter son nouveau soi. Il y a un concept qui est très intéressant. Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire. Moi, je suis pas partisane ni d'un courant de pensée spécifique, ni d'une approche thérapeutique unique. Je pense que en fonction de comment est la personne, il va falloir privilégier certaines approches et certaines techniques. C'est-à-dire que si la personne, par exemple, est encore complètement dans un système chimique qui est complètement perturbé, ou si elle n'arrive pas à mettre des mots, si elle n'a pas envie de se reconnecter au traumatisme, on va plutôt peut-être travailler en EFT. Si par contre, elle a plus envie d'aller peut-être comprendre certaines parts d'elle, peut-être qu'on va plutôt aller explorer en hypnose et aller voir des parties plus inconscientes. En fait, il n'y a pas de chemin unique. Par contre, il va falloir travailler sur toutes les dimensions de la relation à soi. Et là, c'est génial. Et en fait, souvent, on voit des gens qui vont se réparer et qui, petit à petit, vont vouloir continuer à faire un travail sur eux-mêmes pour aller se connaître encore mieux, pour aller explorer encore de nouvelles parts de soi, pour aller définir vraiment qui ils ont envie d'être. Et c'est sans limite, en fait. Et si je peux me permettre, dans ce travail de reconstruction, ce qui peut se passer, c'est un décalage entre la personne qui est reconstruite et du coup le reste de son entourage. Parce qu'en fait, l'évolution va être tellement forte, la prise de conscience va être tellement forte qu'elle va se dire, mais en fait, je vois les mécanismes parfois de manipulation, je vois les faiblesses des autres, je vois la relation toxique. Et du coup, cette reconstruction de la victime, finalement, permet à la victime du PN d'être plus fort, d'être moins naïf qu'avant, la relation avec le PN. Oui, et ça ne veut pas dire du tout plus agressive ou sur la défense. Non, pas du tout. C'est au contraire une espèce de sérénité, une espèce de, je suis moi, et quoi qu'il se passe à l'extérieur, c'est ok, mon moi, il est inébranlable. C'est-à-dire que ça n'empêche pas d'être dans l'empathie, ça n'empêche pas d'être dans la connexion aux autres, mais en revanche, le moi, il est beaucoup plus solide et beaucoup plus enraciné qu'avant. Ça, c'est vraiment... on est dans sa pleine puissance au bon sens du terme. Oui, mais alors là-dessus, moi, je vois souvent, j'ai pas mal vu ça, des gens qui, en se reconstruisant, partent un petit peu quand même dans des délires. C'est-à-dire que dans la quête du soi, ils vont aller dans un endroit où au contraire, moi je trouve que ça montre plus de faiblesse qu'autre chose, où ils vont, aller avoir besoin de tout le temps faire des séminaires où ils se reconnectent avec les arbres, avec les gens, etc. Comment on fait pour aussi quand même faire attention, parce que dans cette reconstruction, c'est quand même dur, on va devoir réinventer presque un soi qu'on n'a peut-être jamais connu, puisque comme tu disais, on va le construire différemment. Comment on fait pour que cette personne qu'on construit soit réellement stable? Parce que personnellement, j'en vois beaucoup où j'ai l'impression que c'est parti un peu dans des délires, quoi. Ouais. Moi, j'en ai pas dans mon entourage, dans les gens que j'ai accompagnés, j'ai pas de personnes qui soient parties dans ces délires-là. Et peut-être aussi que ça dépend de la posture de la personne qui va accompagner. C'est-à-dire que si l'accompagnant, il est lui-même dans ces délires-là, je pense qu'il va avoir tendance peut-être à aussi le suggérer inconsciemment ou le proposer, et puis même proposer des séminaires et des machins lui-même. On se dit, moi, je pense que quand on n'est pas dans une école de pensée, quand on n'est pas contraint par ça, en fait, on n'est pas dans la course à l'échalote non plus. Et à partir du moment... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que comment on fait quand on part, parce que c'est un peu l'histoire de quand on part sur un chemin, si dès le début, il y a 1 degré d'écart, à la fin du chemin, il y aura 1000 kilomètres. Comment on fait pour partir dans la bonne direction dans cette reconstruction? Alors moi, j'ai une approche qui est peut-être parce que je suis aussi enseignante
Et il y a un concept qui est très intéressant en psychopédagogie, que moi j'utilise beaucoup aussi dans mon accompagnement des gens, c'est ce qu'on appelle la zone proximale de développement. Le but, c'est pas de proposer à quelqu'un qui est en CP un exercice de maths de terminale. Ça marchera pas. Et donc, moi, c'est pareil, les gens, en fait, je les prends là où ils en sont et j'essaye seulement de leur proposer de voir où est-ce qu'ils ont envie d'aller juste à l'étape au-dessus. Et le but, c'est pas effectivement de devenir tous judoka, ceinture noire, troisième dan du développement personnel. C'est juste d'aller là où la personne pense qu'elle est capable ou qu'elle a envie d'aller. Et en fait, c'est plutôt une technique des petits pas que de viser à être troisième dan du développement personnel. C'est un objectif pour personne. Et si je peux me permettre deux choses, à quel moment les gens vont trop loin? Un, quand il y a aussi un psychologue ou un thérapeute qui n'est pas capable de dire « Ok, c'est fini, vous n'avez plus besoin d'accompagnement », alors que parfois ça existe. Et deuxième chose que tu oublies, pour moi, ce que tu décris, c'est des victimes qui n'ont plus envie de sortir de ce statut, parce que c'est justement leur identité. Et que comme elles n'avaient plus d'identité pendant des années dans le cadre de la relation avec ce PN, elles ont en trouvé une autre qui existe dans leur statut de victime et dans le fait de trouver des accompagnements sans fin. Oui, mais c'est souvent justement des gens qui vont revendiquer le fait d'être en parfaite compréhension d'eux-mêmes, d'être en parfaite connexion avec l'intégralité des énergies. Si c'est leur manière d'être, pourquoi pas? C'est juste une manière... J'ai l'impression que c'est plus une fuite en avant dans ce cas qu'une vraie reconstruction. C'est ça où je voulais voir, quoi. Il y en a probablement qui sont parfois dans une fuite, mais je pense que quand on utilise aussi des outils qui sont hyper pragmatiques, en fait, la personne, elle va simplement vivre des petits pas et elle n'a pas besoin de passer son temps à être que dans le mental et à être à chercher la lune, quoi. Et puis bon, il y a aussi un moment, il y a des personnes qui ont vécu des traumatismes tels que oui, peut-être que d'avoir 15 ans, 20 ans, 30 ans de psychothérapie, mais en fait, ils n'ont juste pas le choix. Parce que c'est leur seule manière, au regard de la violence du traumatisme, que de trouver une forme d'apaisement. Ok. Et toi, Héloïse, du coup, là-dessus, on t'a pas entendu. Tu recommandes quoi justement sur la reconstruction? C'est quoi ton approche? Moi, la reconstruction, je pense que déjà, moi je vais le prendre du coup d'un point de vue juridique. D'un point de vue juridique, je pense qu'il faut arrêter de faire procédure sur procédure, même quand c'est insupportable. Il y a certaines limites, bien entendu, il y a certaines procédures à faire. Par exemple, s'il y a des violences, une preuve de violence, une preuve de menace de mort, de harcèlement. Si vous avez les éléments de preuve, je pense qu'il faut savoir y aller pour dire non, parce que c'est quand même la seule chose qui comprend le PN. Donc ça, c'est malheureusement triste. Et surtout, après, dans les écritures devant le juge aux affaires familiales, je pense que ce qui est très difficile pour les victimes de PN, c'est que moi, en tant qu'avocate, je vais leur dire « mais ça, je peux pas le dire, mais ça, je peux pas le dire, mais ça, je peux pas le dire ». Parce qu'en fait, c'est pas le rôle du juge après. Moi, le rôle du juge aux affaires familiales, ça va être de traiter la question de la résidence des enfants, de traiter les questions financières et en fait, de simplifier le dossier. C'est une manière de vous aider. Pourquoi ? Parce que ça ne donne pas de prise au PN. Et même, je vais encore aller plus loin, le PN, dans ses écritures, vous pouvez être sûr qu'il y aura une agressivité hors norme, des accusations non justifiées. Et en fait, nous, toute la manière de travailler du cabinet, c'est dire, OK, on les laisse dire ce qu'ils veulent, mais nous, dans notre manière de travailler, les juges apprécient, c'est qu'on va être assez objectif, qu'on va être pragmatique, on va dire, bon, vous n'avez pas de preuves, on va plutôt laisser ça de côté, on va insister sur ça parce que là, il y a davantage de preuves. Et en fait, on va choisir nos combats. Au lieu de répondre à tout et au lieu de leur laisser le monopole de la stratégie, c'est nous qui allons la définir, la stratégie. On ne va pas se laisser embrigader dans leur attaque ou dans leur défense parce que c'est exactement ce qu'ils veulent. Okay. Répondre à tout, c'est vous décrédibiliser. Et c'est ça qui est absurde. Et ce qui est encore plus absurde et plus difficile, c'est que quand les victimes viennent me voir et me disent « j'ai subi ça, j'étais dans un tel conditionnement que je n'ai rien compris et je n'ai aucune preuve », la meilleure attitude, c'est pas d'aller raconter ce qu'elles ont vécu, en fait. La meilleure attitude, c'est de prendre de la distance, d'être pragmatique, d'être objectif et d'aller dans un discours. Je dis souvent, je leur fais leur plaidoirie, le début de plaidoirie en somme en premier entretien où je leur dis, voilà, Madame le Président, dans ce dossier, c'est un dossier qui manifestement semble être instrumentalisé par la partie adverse, alors que aux éléments de preuve, il est manifestement simple. Je ne comprends pas pourquoi on a une demande d'attribution de la résidence de l'enfant alors que depuis des années, c'est madame qui s'en occupe. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Et donc, en fait, j'apaise énormément le conflit. Et finalement, c'est une forme de déstabilisation de la partie adverse parce que ce qu'elle cherche, la partie adverse, c'est à vous faire réagir. Et quand vous lui dites non, je vais pas réagir, en fait,
ils sont nus en quelque sorte pour se défendre, parce qu'il y aura pas de prise ni de la partie adverse ni de la part du juge, parce que le juge, ce qu'il attend, c'est clairement de la paix sociale. Lui, il est clairement pas dans un objectif de justice quasiment immanente qui peut être attendue de la part des victimes. Ok, c'est très intéressant parce que ça, je crois que c'est quelque chose que les gens ont du mal souvent à comprendre, c'est que ils veulent dans leur dossier qu'on écrive tout ce qui a été la vérité vraie, ce qui s'est passé, chaque coup, chaque mot, chaque humiliation, etc. Parce que justement, ils sont en train de prendre conscience de leur truc et ils en ont besoin. Exactement. Mais au contraire, toi, tu dis que ce qui est important, c'est de prouver les choses qu'on avance, les construire méthodiquement, pour justement éviter que le PN en face s'imbrique dans nos contradictions ou dans ses propres mensonges, et pouvoir avancer comme ça, un peu comme un rouleau compresseur, et arriver à obtenir du coup les décisions qui nous correspondent, qui sont prouvées, les bons éléments, montrer qu'il n'y a pas d'agressivité de notre côté et que exactement. Et ça, c'est la logique est de notre côté, quoi. C'est exactement ce qui déstabilise le PN. C'est de montrer que l'avocat que va avoir la victime, c'est un avocat qui est ferme, qui n'entre pas dans le jeu et qui a très bien compris ce qui se passe. Et moi, ce que j'adore, c'est déstabiliser après en audience. C'est lancer des petits pics qui ne figurent pas dans les écritures, lancer un dernier élément lors de l'audience où la partie adverse ne s'y attend pas et où, le PN ne s'y attend pas, parce que ce qui est intéressant avec le PN, c'est qu'il n'arrive pas parfois à contenir ses émotions. Donc c'est le moment où il y a une chance que, qui s'exprime en audience et qui fasse des vagues, parce qu'à chaque fois, le juge, pas à chaque fois, mais très souvent, le juge aux affaires familiales, au moins pour l'ordonnance sur mesure provisoire, va donner la parole aux parties en disant, voilà, madame, monsieur, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Et c'est souvent à ce moment-là qu'ils vont répondre totalement à côté de la plaque. T'as des exemples? Oui, mais j'ai pas très envie de les donner, parce que j'ai pas envie, en fait, que les PN qui potentiellement regardent cette vidéo, même si c'est quand même assez limité dans la mesure où je pense pas vraiment qu'ils s'intéressent à ce genre de problématique, j'ai pas envie de leur donner les clés de ce qu'il faut dire et de ce qu'il faut pas dire. Tu veux dire que contrairement à Muriel, t'aides pas les PN Exactement ça. Non, mais c'est sûr que à chaque fois avant une audience, c'est important de briefer son client en disant voilà ce que vous devez dire pour maximiser vos chances de succès, et voilà surtout ce qu'il ne faut pas dire, et attendez-vous à attendre ça de la part de la partie adverse. En plus, ça permet d'apaiser. Quand je dis au client, écoutez, vous serez quasiment pas entendu par le juge. Vous aurez pas énormément le droit de parler parce que c'est majoritairement les avocats qui vont parler. C'est une manière aussi d'être préparé et de s'apaiser lors de cette audience. Et qui fait le travail d'écoute? Finalement, c'est nous, avocats. C'est ça qui est génial dans le travail d'avocat, c'est qu'on est vraiment en lien avec le client. On connaît toute sa vie. On l'a eu des heures au téléphone pour préparer l'audience ou les écritures. Et le travail d'écoute, c'est l'avocat et le psy, clairement. Le vrai travail de justice, entre guillemets, que recherche le client, c'est pas forcément auprès du juge qu'il va le trouver. Non. C'est plus au niveau de l'avocat et au niveau du thérapeute, c'est sûr. Exactement. Ouais, le juge va simplement venir acter ou fixer une décision, mais ce que tu décris au niveau judiciaire et juridique, c'est exactement la même chose au niveau thérapeutique. C'est-à-dire qu'en fait, le conseil qu'on donne aux victimes de pervers narcissiques, c'est de répondre, mais de ne pas réagir. Pourquoi ? Parce que c'est effectivement ça qui va désarmer le plus le PN. Le PN, il se nourrit des émotions de l'autre. Et si on continue d'alimenter son fonctionnement, lui, il va prospérer, et pendant que la victime va sombrer. Donc ce fonctionnement-là, il faut vraiment le casser, il faut vraiment le rompre. Et il faut vraiment être dans la prise de recul, ce qu'en thérapie, on appelle la méthode du galet gris. Il faut que du galet gris, le grey rock. Comme un galet ? Ouais, comme le galet dans la rivière, il faut que l'eau coule dessus. Ça, c'est pas forcément facile à mettre en place, mais il y a des outils après à utiliser pour le mettre en place dans certaines situations. C'est-à-dire qu'en fait, il faut ne jamais réagir à ce que dit un pervers narcissique parce qu'il s'en nourrit et que vous allez vous trouver à sombrer d'autant plus. Oui, parce qu'il se nourrit de l'attention. Donc, si on lui donne pas d'attention, au bout d'un moment, il va se lasser. Exactement. Et les émotions positives et négatives ont la même valeur pour lui. C'est-à-dire que c'est énergisant. Donc, qu'on le congratule ou qu'on le fustige, pour lui, c'est pareil, il est content. Il est dans l'énergie. Alors que vous allez vous épuiser. Donc, c'est exactement ça. On conseille aux gens d'apprendre à répondre sans réagir. Et c'est exactement la même chose que tu fais au niveau juridique. Et ce que tu décris de la petite botte secrète à sortir,
Ça fait partie des stratégies qu'il faut avoir de toute façon quand on travaille avec un pervers narcissique en face. C'est que le pervers narcissique, contrairement à ce qu'on pourrait croire, en fait, il n'a pas non plus une très grande flexibilité mentale. Aucune. Il est dans des scénarios préétablis et donc l'obliger à sortir de son scénario préétabli, là, il est parfois en panique et c'est là que souvent, effectivement, on va voir un visage très différent. Exactement. C'est très important d'arriver à montrer ce visage parce que c'est finalement en le bousculant dans son incapacité à s'adapter que ce vrai visage constituera un élément de preuve pour le juge. Je pense à un exemple concret. C'est un exemple où dans ce dossier, j'ai eu une cliente qui avait un enfant avec une non-représentation d'enfant. Et la cliente, ne pouvait pas, remettre l'enfant parce que c'est l'enfant qui refusait. Et donc, la cliente refusait, à ce moment-là, non pas de remettre l'enfant, c'est vraiment l'enfant qui refusait de partir. Et donc, dans ce dossier, la cliente a essayé de trouver des accords en disant, il y a une décision du juge, mais on peut pas l'appliquer. Est-ce qu'on peut trouver un accord? Et pour un nouveau droit de visite et d'hébergement. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vois le PN qui est dans l'incapacité de s'adapter à un nouvel accord qui est respectueux du rythme de l'enfant. Pourquoi? Parce que la décision a été prise. Sauf que c'est pas une décision qui rend un enfant, c'est pas une décision qui permet d'avoir une qualité du lien avec l'enfant, c'est pas une décision qui permet d'empêcher la destruction de la famille. C'est pas ça. Le plus important, c'est l'écoute, c'est l'empathie, et ça, ils l'ont pas. L'adaptation, ils l'ont pas. Et c'est là que tu peux les casser d'un point de vue de stratégie judiciaire. Parfait. Merci Muriel, en tout cas, pour cet épisode. Merci Héloïse. On se retrouve bientôt. J'espère que l'épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important pour le référencement. Et surtout, si jamais vous êtes victime ou que vous avez des amis qui le sont, partagez ces vidéos. Commentez en commentaire, vous verrez aussi d'autres gens qui ont vécu des choses similaires, ça peut vous intéresser. Et nous, ça nous permet d'en apprendre toujours plus et de nourrir nos futurs échanges puisqu'on se sert des commentaires pour aborder des nouveaux sujets. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Merci. À bientôt.